l'innovation. Ousmane Karim Koulibaly, directeur général de l'INPS. La transformation numérique et les mutations technologiques redéfinissent profondément l'organisation du travail en Afrique et dans le monde. Si ces évolutions offrent des opportunités majeures en termes de productivité et de flexibilité, elles engendrent également de nouveaux défis en matière de santé et sécurité au travail. Cette 29e journée africaine de prévention des risques professionnels coïncide avec la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui a pour thème révolutionner la santé et la sécurité, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. La ministre congolaise des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire à la tête d'une forte délégation s'est jointe à cette cérémonie. Au ministre en charge du travail d'insister sur la transformation du monde du travail désormais portée par la numérisation et les mutations technologiques. Fansou Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La prévention des risques professionnels à l'ère du numérique et face aux mutations technologiques ne doit pas être comme un simple défi à relever, mais comme une véritable opportunité de créer des environnements de travail plus sûrs, plus humains et plus inclusifs. La ministre de la Santé et du Développement social a pour sa part mis l'accent sur la collaboration entre employeurs, salariés et institutions. Colonel Assaba Diallo Touré. Le but de cette journée est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'ampleur de la problématique de la prévention des risques professionnels, dont les accidents de travail et les maladies professionnelles. Par ailleurs, ces thèmes nous incitent à examiner les nouvelles réalités dont la numérisation, le télétravail et la robotique. La finalité, c'est de surtout créer un environnement de travail plus sûr et plus humain en mettant à profit le potentiel de la technologie sans négliger la santé et la sécurité des individus. Le gouvernement abroge la loi portant charte des partis politiques et celle relative au statut de chef de file de l'opposition. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu hier à Koulouba sous la présidence du chef de l'État. Rassurez-vous, cette abrogation n'est pas synonyme de dissolution des formations politiques. Le gouvernement est dans une dynamique d'assainissement de cet espace qui compte aujourd'hui près de 300 partis. Le rapporteur général de la phase nationale de consultation sur la relecture de la charte des partis politiques, non moins directeur général de l'administration du territoire, était hier l'invité de 20h de ORTM 1. Au micro de Kadjadou Kone, Abdul Salem Diakile précise. Cette loi, son abrogation a été demandée par les forces vives. Et encore une fois, il faut préciser que sous l'empire de cette loi, des accusations sont faites, notamment au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, pour dire que cette loi est assez insuffisante et qu'elle permet la création de plusieurs partis politiques. Et donc, pour dès maintenant anticiper, le gouvernement a décidé de l'abrogation de cette loi, mais qui ne met pas en cause l'existence des formations politiques actuelles. La loi 05047, encore une fois, du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, définit les critères, les conditions de création d'un parti politique au Mali. Malheureusement, cette loi permet facilement de créer des partis, à telle enseigne que le praticien ne peut pas refuser d'octroyer un récépissé à des citoyens qui manifestent le désir de création d'un parti politique. Donc c'est pour, encore une fois, arrêter la prolifération des partis politiques que le gouvernement a jugé nécessaire de toucher la racine. La racine, c'est cette loi qui permet aujourd'hui de créer de nombreux partis politiques. Et donc, son abrogation permettra au gouvernement, dans la sérénité, d'élaborer une nouvelle charte et de fixer les nouveaux critères de création d'un parti politique au Mali. La démarche que le gouvernement est en train de suivre ne va nullement à l'encontre des principes démocratiques. La Constitution, en son article 39, dit que les partis politiques se créent librement, mais bien sûr dans les conditions définies par la loi. Et donc, c'est dans cette démarche que l'État est présentement dans le processus d'élaboration d'une nouvelle loi qui permettra de réguler notre vie politique dans des conditions sereines.
C'était à l'instant le directeur général de l'administration du territoire qui expliquait l'abrogation par le gouvernement hier de la loi portant charte des partis politiques et celle relative au statut du chef de file de l'opposition. De la politique à l'industrie et cette interrogation, comment faire briller davantage l'or blanc pour les Maliens? L'Allemagne veut apporter une réponse à cette question vitale par la construction d'un parc industriel textile. Une délégation d'experts allemands séjourne au Mali. Elle a eu une séance de travail avec le président directeur général de la CMDT Holding. La teneur des échanges avec Nyanya Aliou Traoré. Ce qui était supposé être seulement une prise de contact a pris les allures d'une séance de travail. La CMDT veut aller vite et même très vite, mais sûrement pour cela, un parc industriel textile est en gestation. Et c'est vers l'expertise allemande que la CMDT s'est tournée pour diverses raisons. Mamadou Moustapha Diarra, président directeur général de la CMDT. Faire en sorte qu'on puisse transformer une partie du coton malien pour créer de la richesse et de l'emploi sur le territoire malien. Et surtout l'intérêt qu'on a porté sur la partie allemande pour son savoir-faire, la constance allemande dans la collaboration avec le Mali. Stéphane Rillen, CEO RFC Consulting. Niederlassungen in Hongkong und in Deutschland. Collaborer avec le Mali, dont l'objectif principal c'est de transformer, disons, les produits locaux en produits finis, donc en passant de la filature jusqu'à la confection. Donc cela pourrait apporter une valeur ajoutée pour le pays. Il a su apprécier, disons, la qualité du coton du Mali. Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, ambassadeur du Mali en Allemagne. Que le Mali puisse être un grand producteur de coton et qu'au Mali, on ne puisse même pas transformer ne serait-ce que 10% de ce coton au Mali. Le président directeur général de la CMDT nourrit des ambitions pour le coton malien. Aujourd'hui, moins de 5% de fibres de coton sont transformées localement. Mamadou Moustapha Diarra compte transformer jusqu'à 30 000 tonnes de fibres de coton localement d'ici à 2030. La question de la transformation du coton au Mali est une des priorités du président de la transition qui a tenu à nous donner les facilités nécessaires pour que l'on puisse travailler à la concrétisation de projets de développement textile. D'où l'idée de complexe textile. Une présentation de la CMDT a été faite aux invités du jour. Ils apprennent qu'elle a été créée en 1974 et compte aujourd'hui plus de 5000 employés. La structure cotonnière est implantée à travers ses différentes filiales partout dans le pays. Et la CMDT, sur la période 2021-2025, prévoit la production de plus d'1 million de tonnes de coton-graines et plus de 3 millions de tonnes de céréales sèches. Au Sénégal, la coordination des associations de presse dénonce les mesures du gouvernement qu'elle considère comme une atteinte à la liberté d'expression. Plus de 200 médias sont menacés de fermeture et plus de 20 responsables des médias ont été convoqués par les services de sécurité selon la fêtière. La coordination des associations de presse estime que ces mesures sont arbitraires et n'ont pas de fondement juridique clair. Elle dénonce également la fermeture de la plateforme de déclaration des médias et le gel de fonds d'appui et développement de la presse. Au Kenya, un député a été abattu hier en pleine rue à Nairobi. Charles Ogondo Were, c'est son nom, a été tué par 2 hommes qui circulaient à moto selon des témoins cités par la presse, mais aucune indication officielle sur le mobile n'a eu lieu pour le moment. En République démocratique du Congo, la justice militaire saisit le Sénat pour la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président et sénateur à vie est soupçonné de liens avec l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23. Il est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila, suspendu par le gouvernement, contestent ces accusations. Au Soudan, le président Abdel Fattah al-Burhan a nommé hier Dafala al-Adj Ali au poste de Premier ministre par intérim. Il était ambassadeur du Soudan en Arabie Saoudite. Qualifié d'un diplomate chevronné, il a représenté le Soudan auprès des Nations Unies sous la présidence Omar el-Béchir, renversé en 2019. Le général Burhan a également nommé Oumar Sédik, un autre diplomate, à la tête du ministère des Affaires étrangères par intérim. Hors du continent, aux États-Unis, le ministre des Finances a annoncé hier la signature d'un accord entre Washington et Kiev établissant un fonds d'investissement dans la reconstruction. L'accord prévoit le financement des projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz, a précisé la ministre ukrainienne de l'économie. Mais l'Ukraine, dit-elle, conserve l'entière propriété et le contrôle de ses ressources, y compris le sous-sol. Et ce sera l'État ukrainien qui détermine où et quoi extraire, a-t-elle conclu.
AES Actualité. Dans la page AES de cette édition, nous partons au Burkina Faso où le chef de l'État Ibrahim Traoré réaffirme la vision et l'orientation politique du pays des hommes intègres. Le dirigeant du Faso opte pour la révolution progressiste populaire avec comme principe directeur l'ordre et la discipline, le renforcement des capacités productives nationales. La révélation a été faite au cours d'une cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel. Prosper Da de Radio Burkina nous en parle. Dans la dynamique de transformation sociopolitique, économique et idéologique en cours au Burkina, l'ordre et la discipline ne sont pas des options, mais des exigences fondamentales. Ce sont des leviers de la réussite collective, tant souhaités par le président Ibrahim Traoré et son gouvernement. L'ordre et la discipline sont donc le socle de la révolution progressiste et populaire RPP. 4 décennies plus tôt, le président Thomas Sankara, à ce propos, disait en substance que la révolution a besoin d'une rigueur morale. Une rigueur qui commence par la discipline individuelle et collective. Et le président Ibrahim Traoré, qui a remis le pays sur les rails de la révolution, de renchérir, je cite, « Il ne peut y avoir de révolution durable sans une discipline exemplaire de ceux qui la portent. » Fin de citation. Il revient donc à chacun et à tous d'œuvrer dans la discipline, à porter haut le flambeau de la RPP pour le bonheur et le progrès partagés. Les forces combattantes nous le montrent au quotidien à travers les actions de reconquête du territoire national. Nos FDS et nos VDP sont en effet la vitrine d'une discipline assumée. Leur engagement face au terrorisme, leur capacité à suivre les consignes, à agir avec méthode, inspire. L'ordre et la discipline sont des balises qui guident le peuple vers un destin de dignité, de justice et de souveraineté. Oui, entre Ouagadougou et Niamey, il y a moins de 600 km. Parcourons donc cette distance pour suivre le ministre en charge de l'Éducation nationale du Niger qui visite certains établissements de la capitale. Elisabeth Chérif veut s'assurer des meilleures conditions de travail des élèves et des enseignants. Ce déplacement du premier responsable du département de tutelle entre dans le cadre d'une initiative dénommée Une semaine, une école. Magenta Dan Lamalam de la Voix du Sahel nous donne des précisions. Première étape, c'est le collège d'enseignement général CIG Gamkale qui a reçu la délégation ministérielle pour la montée des couleurs. Le CIG Gamkale a été récemment réhabilité par le génie militaire, une initiative qui réjouit le directeur du CIG Gamkale, Mamana Boubacar. Grâce à votre action, le CIG Gamkale connaît un véritable renouveau. En effet, non seulement nos salles de classe ont été rénovées, mais nous avons également eu la chance de bénéficier d'une salle supplémentaire. De plus, notre bibliothèque, autrefois inutilisée, a réouvert ses portes, offrant ainsi aux élèves un espace propice à l'apprentissage et à la découverte. 2 témoignages de satisfaction ont été décernés par l'Association des parents d'élèves et la population de la commune 4. Le premier à la ministre Elisabeth Chérif et le second au génie militaire. Deuxième étape, école primaire et jardin d'enfants Gamkale 1. Dans toutes les classes explorées, la ministre a salué les résultats satisfaisants enregistrés, tout en motivant les élèves à maintenir le niveau dans la discipline et à garder leur environnement propre. Dernière étape, visite inopinée à l'école SOS Village d'enfants. La ministre a visité les classes du primaire et la salle d'informatique où les élèves étaient en pleine initiation aux outils informatiques. Le FC Barcelone et l'Inter Milan font match nul 3 buts partout. C'était hier lors de la deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions d'Europe. Sur le continent, la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Égypte se poursuit. Ici au Mali, on parle du championnat national de football féminin qui reprend après une pause. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. Après un mois de pause, le championnat national de football féminin a repris ses droits. Et c'est là à la faveur de la 6e journée. Dans la poule A, sur le terrain de l'AS Real de Bamako, AS Entente de Serakoro Mekitana a perdu 0-1 devant l'AS Momo de Sikasso. À Mopti, au stade Barema Bokoum, l'AS Soudoubaba chute à domicile 1-6 face à l'AS Mandé de la commune 4. Dans la poule B, les Super Lions d'Amdalaï l'emportent 5-0 devant les Tigresses d'Ekaï.
Sur le terrain de Djelibougou, Centro UFC gagne par le minimum d'1-0 devant l'ASRL de Bamako. À 100, l'Eteria a été battu 0-3 par l'USFAS. La dernière rencontre de cette 6e journée dans la poule A mettra aux prises cet après-midi l'AS Police et l'AS Amazon Commune 5 sur le terrain de l'ASRL de Bamako. Sur le continent, CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025. La compétition a repris hier après 2 jours de repos. La deuxième journée dans le groupe A, la Sierra Leone gagne 4-1 face à l'Égypte. L'Afrique du Sud a dominé la Tanzanie 1-0. Le groupe B rentrera en lice cet après-midi avec les oppositions suivantes. Nigeria, Tunisie à 16h et Kenya, Maroc à 18h. Quant au groupe C, il jouera ses rencontres demain. Le Sénégal, tenant du titre, sera opposé à la Centrafrique à partir de 16h et la RD Congo jouera contre le Ghana à 18h. Toujours football en Europe, la deuxième demi-finale allée de la Ligue des Champions a été jouée hier. Le FC Barcelone et les Italiens de l'Inter Milan ont fait match nul, 3 buts partout. Déjà mardi, au compte de la première demi-finale, les Anglais de Arsenal se sont inclinés 0-1 devant les Français du Paris Saint-Germain. Les matchs retour sont prévus pour la semaine prochaine. À présent, la leçon du sport. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les sanctions en handball. À la différence de beaucoup de sports de main, le handball reste un sport complexe avec un ensemble de règles colorées. Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon du sport du jour. Le handball est un sport complexe avec un ensemble de règles nuancées. Des règles qui impliquent de nombreuses relations de cause à effet. Amadou Baïga, entraîneur du handball, nous donne des précisions. L'échelle des sanctions disciplinaires est la suivante. Avertissement, carton jaune. Exclusion, 2 minutes. Disqualification, carton rouge. Disqualification directe, carton rouge avec rapport. Un joueur ne peut recevoir qu'un seul avertissement et 2 exclusions. Et la troisième entraîne une disqualification. Ce joueur ne pourra plus participer au match, mais après 2 minutes peut être remplacé par un autre joueur. Les fautes graves peuvent entraîner une disqualification directe avec rapport des arbitres. Les officiels peuvent être sanctionnés d'un avertissement et d'une exclusion. Les sanctions sont échelonnées suivant l'appréciation de l'arbitre. En handball, les sanctions disciplinaires sont progressives et adaptées en fonction de la gravité de la faute commise par le joueur ou l'officiel. Si un officiel est sanctionné, un joueur fait toujours les frais, nous explique Amadou Baïga. L'officiel suspendu doit faire sortir un joueur pendant 2 minutes. S'il est disqualifié, un de ces joueurs sort pendant 2 minutes et l'officiel quitte le banc. Une équipe ne peut obtenir globalement que 3 avertissements. Les officiels, 1 avertissement. Les sanctions dépendent de l'appréciation des arbitres. Malgré toutes ces complexités, cette discipline olympique d'origine allemande reste un des sports de main les plus charmants et élégants dans le monde. Chronique judiciaire. Quand elle est bien menée, elle profite à tous, mais le contraire peut nuire gravement à l'équilibre économique et social. Il s'agit de la concurrence qui améliore la qualité des produits et fait baisser les prix. Lorsqu'elle devient déloyale, on assiste à une perte de confiance des consommateurs et à la perturbation globale du marché. Et sachez que la pratique est punie par la loi portant organisation de la concurrence. Découvrons cette loi et les conséquences de la concurrence déloyale dans la chronique judiciaire de ce jeudi signée Garibou Pérou. Parasitisme, imitation des organisations ou dénigrement sont autant de types de concurrence déloyale. Ces pratiques trompeuses forcent les règles du jeu et portent atteinte aux acteurs respectueux du droit. Cancer économique, la concurrence déloyale ronge les bases du marché. Maître Mamadou Gaussou Diarra, avocat, ancien ministre. Le parasitisme, comme son nom l'indique, vous avez un produit qui est bien connu sur le marché, qui marche bien. Et vous voulez aller dans le même segment, sur le même marché pertinent. Vous voulez lancer votre produit. Au lieu de créer votre marque et de faire en sorte que par sa qualité, la marque s'impose, vous vous dites, M. Pérou, lui, il a déjà un produit du même genre qui marche bien. Donc, je vais essayer de me greffer à son produit. Et donc, je vais profiter de l'effort que lui il a fait pour promouvoir son produit et l'imposer. Je me greffe à lui. Donc, je me nourris de son effort. Maintenant, l'imitation s'apparente et on rentre presque dans la contrefaçon. Et là, vous allez voir, ils peuvent ne pas utiliser le même produit, mais ils vont utiliser par exemple les mêmes éléments graphiques. Vous avez un produit qui s'appelle le lait, qui marche très bien, et moi je fais un produit avec les mêmes couleurs, le même type d'emballage, et je rajoute, je dis le lait de vache. Et je viens, et les gens viennent
ah, c'est vrai, c'est une autre variante du lait. Parce que le lait, les gens ont vu la qualité et ils apprécient. Ou bien ils vont mettre le lait, mais avec un thé à moins. Mais pour le profane, c'est le lait. Ensuite, vous avez parlé de la désorganisation. Ça, c'est quoi? C'est que parfois, je suis sur un segment où je produis le même type de produit que vous, donc on est concurrent sur le marché. Et je m'organise pour vous déstabiliser. Et comment? Je peux peut-être voir le syndicat de votre entreprise ou voir des personnes clés pour leur dire, bon, faites en sorte que, bon, tel agent qui sont dans des postes clés, moi, je vais les avoir dans mon entreprise. Je suis prêt à payer le double. Je les débauche. Et là, je suis dans le débauchage abusif, certes, mais en plus de cela, je désorganise complètement de votre structure parce que les gens qui vous aident à produire du jour au lendemain, ils démissionnent, ils vont avoir vos secrets de fabrication et ils viennent chez moi. Le dénigrement, pareil. En droit malien, la concurrence déloyale est régie par la loi de février 2016 portant organisation de la concurrence. L'article 24 de cette loi sanctionne les auteurs de la concurrence déloyale d'une amende comprise entre 1 million à 20 millions de francs CFA. Les sanctions sont spécifiques, mais il y a des formes de concurrence déloyale qui peuvent avoir une incrimination pénale. Par exemple, quand vous faites une contrefaçon d'un produit. La contrefaçon, on rentre dans la législation OAPI et là-dedans, il est bien possible de poursuivre la personne qui est en faute, le contrefaisant, comme on dit, soit au civil, devant un juge civil, soit au pénal en déposant une plainte devant le parquet. Et en ce moment, il peut être effectivement condamné à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende pécuniaire. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La justice rétablit l'équilibre de la concurrence. Quand on est victime d'une concurrence déloyale, il y a différents niveaux de saisine. Celui qui est le gendarme sur le terrain, c'est la DGCC, la Direction générale du commerce et de la concurrence. On peut dénoncer les faits. Ils peuvent agir ou ne pas agir. Mais on a la possibilité de saisir la justice. Et cette saisine peut se faire soit devant le juge civil ou bien on peut également aussi, si ça a un caractère infractionnel, déposer une plainte au niveau du procureur. Maintenant, quand c'est dans un cadre macro où on parle en ce moment de pratiques anticoncurrentielles, en ce moment, c'est les institutions communautaires qu'il faut saisir. Dans un monde économique en constante mutation, la concurrence est un moteur de progrès à condition qu'elle soit loyale. Mais quand certains choisissent de tricher, ce sont des entreprises entières, des emplois et parfois des savoir-faire qui en payent les prix maximal. C'était la chronique judiciaire et c'était la signature de Garibou Pérou que nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce 1er mai 2025. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle la principale information de ce journal. C'est la célébration aujourd'hui de la Journée internationale du travail. L'événement sera marqué au Mali par des défilés ou des conférences. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters. La présente vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Abdul Aziz Koulibaly à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fête du travail à vous, où que vous soyez.